Ce programme vous est offert par Afriland First Bank. Bonsoir et bienvenue sur Vox Live, votre émission de débat où nous décryptons les grands enjeux du continent. Et ce soir, cap sur la Côte d'Ivoire où l'ombre d'un revenant plane déjà sur la présidentielle de 2025. Laurent Gbagbo, l'ex-président, l'opposant, l'éternel tribun, a fait une annonce. Je participerai à la présidentielle d'octobre. Même si la loi l'en empêche aujourd'hui, radié des listes électorales, condamné par la justice ivoirienne mais acquitté par la Cour pénale internationale, la CPI, Gbagbo revient dans l'arène, déterminé. Mais que signifie cette candidature quasi impossible ? Est-ce un acte de défi, un message à ses partisans ou bien un piège tenu à Alassane Ouattara ? Et au fond, est-ce lui ou le système ivoirien qui refuse de passer à autre chose ? Pour en parler, deux invités de marque ce soir. À ma droite, Mbasten Moubemba, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes analyste politique et vous aurez ce soir face à vous Seydi Kaba, bonsoir. Bonsoir. Spécialiste du Sahel et fin connaisseur également des dynamiques politiques ouest-africaines. Merci messieurs d'être avec nous. Première question, Seydi, aujourd'hui, ce retour de Laurent Gbagbo, c'est un coup politique, un coup de bluff ? Non, on ne peut pas dire que c'est un coup de bluff. C'est le choix qui a été fait par son parti, le PPACI, le Parti des peuples africains de la Côte d'Ivoire. Le choix a été dès le début de porter la candidature, de faire porter la candidature de Gbagbo de faire porter la candidature du parti plutôt par Laurent Gbagbo sans envisager un plan B. Et le parti savait clairement qu'au regard des dispositions actuelles du code électoral, il était difficile d'avoir le nom de Gbagbo d'abord sur la liste électorale, ensuite en faire le candidat. Mais le parti a fait ce choix, à mon avis, peut-être dans la perspective de créer un rapport de force avec le pouvoir politique qui aurait amené à un dialogue et au cours du dialogue voir l'ensemble des cas, puisqu'il n'y a pas que Gbagbo. On parle plus de Gbagbo, mais il y a aussi le cas de Charles Blé Goudé et le cas de Guillaume Soro qui ne sont pas sur la liste électorale et qui, pour cette raison, ne peuvent être ni électeurs ni éligibles. Donc, il y a un contexte. Je crois que le PPACI a fait ce choix pour aller à un rapport de force, voir comment, puisque ça avait été réclamé, y compris par d'autres forces politiques, la possibilité d'avoir un dialogue politique avant d'aller à ces élections. En tous les cas, ça devient une pesanteur importante qui pèse sur le processus électoral et, à mon avis, ça crée les conditions d'une tension préélectorale et qui peut dégénérer. Quelle lecture vous faites, Basten, de votre côté, de cette candidature de Laurent Gbagbo ? On l'a dit, c'est dit qu'il l'a évoqué, pas de plan B aujourd'hui du parti, et pourtant il y a cette inéligibilité qui pèse aujourd'hui sur Laurent Gbagbo. Quelle lecture vous en faites ? Par-delà le système des partis, ce que nous devrions effectivement souligner d'abord, c'est la violation flagrante des textes internationaux en matière d'organisation des élections. Ça veut dire que par-delà le fait que Laurent Gbagbo, qui est le candidat naturel du PPACI, du fait de son passif de président de la Côte d'Ivoire, nous constatons effectivement que la démocratie ivoirienne aujourd'hui est en souffrance. Parce que radier effectivement des candidats, radier des citoyens ivoiriens d'une élection présidentielle, c'est les condamner à l'apatridie. Parce que les textes internationaux, les normes internationales en matière d'élection requièrent effectivement que tout citoyen a le droit de se présenter à une élection de son pays. Tout citoyen a le droit de participer aux affaires de son pays, tel que cela est mentionné dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Et pour le moment, les autorités ivoiriennes n'ont toujours pas effectivement respecté cette norme-là. Je crois que là, à côté de cela, la situation n'est pas simplement que juridique, elle est aussi politique, parce que dans d'autres pays aussi, il est mentionné dans les dispositions du code électoral, et sans doute par calcul, plus par calcul que par souci d'équité, que lorsque vous êtes condamné à une peine de prison devenue définitive, même de 8 mois par exemple dans le cas du Niger, c'est ce qui avait exclu le candidat Ama Amadou de la présidentielle de 2020, parce qu'on avait inscrit dans le code électoral, et c'est un mécanisme en réalité
qui a été créé pour mettre de côté des compétiteurs sérieux. Et dans ce cas, dans le cas de la Côte d'Ivoire, c'est les dispositions du code électoral qui ont été appliquées. Mais le code électoral a été fait par des personnes. Donc les mêmes personnes qui ont fait le code électoral peuvent trouver des solutions à ces dispositions dans le cadre d'un accord politique qui permettrait d'aller, parce que l'enjeu à la fin, c'est de créer des conditions pour qu'une élection soit inclusive, transparente et incontestable. Basten. Oui, en fait, je m'en tiens vraiment à l'aspect juridique. Pourquoi? Parce que une élection aussi importante que celle-là, avec des compétiteurs aussi importants que ceux-là, avec le passif effectivement qu'on leur reconnaît. On rappelle qu'il a été radié des listes électorales en 2020, justement pour... À la suite de la condamnation de 20 ans de prison. Et il a été acquitté en 2021 par la CPI. Ben voilà, mais, dernières, ben oui, mais en fait, ce que l'on devrait rappeler, effectivement, c'est que le droit international est supérieur au droit interne des États. Ça veut simplement dire effectivement que, en fait, ça tombe sous le sens. Lorsque la CPI, effectivement, innocente M. Gbagbo et M. Blé Goudé, on ne comprend pas pourquoi l'État ivoirien ne suit pas, en fait, cette même cadence-là. C'est une démarche politique comme ce qu'avance. Non, c'est pas la même. Attention, même sur un plan purement juridique, les faits incriminés ne sont pas les mêmes. Gbagbo a été poursuivi et Charles Blé Goudé à la CPI pour des crimes contre l'humanité. Dans le cadre de la condamnation à Abidjan, c'est le CAS de la BCEAO qui leur est reproché. Et c'est pour ça qu'ils ont été condamnés. Donc les faits incriminés ne sont pas les mêmes. Et à mon avis, et moi c'est pour ça que j'insiste sur le plan politique, il n'y a pas d'automaticité puisque les faits ne sont pas les mêmes. Si la CPI dit que les personnes sont innocentes, elles sont innocentes des faits qui sont déférés devant la CPI. La CPI n'a pas été saisie du cas de la BCEAO. Donc, c'est à mon avis, la relaxe de la CPI n'est pas la même relaxe que la Côte d'Ivoire. Mais il y avait une solution politique qui n'a pas été privilégiée par les autorités. Et pour moi, c'est une erreur politique. Une erreur politique, oui, certes, mais une erreur jurididique aussi. Et je m'en tiens vraiment à cela. Pourquoi? Parce que, en fait, la réalité, effectivement, et là, on peut, bon, je ne vais pas faire du juridisme, mais ce que, en fait, je veux simplement dire et rappeler, c'est que, certes, il revient aux autorités ivoiriennes, effectivement, de tendre la main, effectivement, au camp adverse, au camp de l'opposition, mais par-delà cela, ce qu'on peut aussi souligner, c'est que il y a, au vu, effectivement, disons, des enjeux, au vu effectivement des échéances à venir, un peu comme une volonté d'exclure de manière manifeste des potentiels rivaux politiques. Et cette mise à mort politique-là laisse entrevoir des lendemains troubles pour le pays. Monsieur Alassane Ouattara s'est investi depuis plus de 15 ans déjà à la réconciliation des Ivoiriens et nous voudrions effectivement qu'il aille au bout de sa démarche en réintégrant monsieur Gbagbo et tous ses colistiers, hein, monsieur Blé Goudé et par ricochet monsieur Soro, voilà, dans le processus électoral et dans la jouissance de leurs droits constitutionnels. Vous parlez beaucoup d'institutions depuis tout à l'heure, et c'est vrai qu'il y a une méfiance populaire aujourd'hui, une défiance populaire envers les institutions. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il incarne, Sédic Laurent Gbagbo? Est-ce qu'il n'incarne pas finalement un ancien homme politique qui s'accroche comme ça au pouvoir? Est-ce qu'il incarne une forme de recours aujourd'hui face à Alassane Ouattara? Non, je crois que le parti a fait le choix, puisque Ouattara aussi est dans le jeu politique. Il n'y a que le président Bédié, que Dieu a rappelé, paix à son âme, qui n'est pas présent sur la ligne de départ. Les mêmes protagonistes que 2000-2002 sont toujours là. Ouattara est candidat. On ne peut pas reprocher à Gbagbo aussi. Ouattara n'a pas encore officiellement annoncé, pour être plus précis, sa candidature, mais tout laisse présager qu'il va être candidat. Donc on ne peut pas reprocher à Gbagbo d'être en compétition aussi. On ne peut pas reprocher à son parti de l'avoir choisi. Le plus important, c'est l'opportunité qu'on peut donner aux Ivoiriens de trancher entre les différentes offres politiques. Est-ce qu'il n'y a pas un manque justement de renouvellement aujourd'hui? Oui, de façon globale. Ça, si on regarde de façon globale la classe politique ivoirienne, elle souffre de la même faiblesse que
la classe politique dans les autres pays. Je fais souvent référence au Niger parce que le Niger vient de dissoudre l'ensemble des partis politiques. Les militaires ont dissous l'ensemble des partis pour qu'il y ait un renouvellement parce que il n'a pas été possible dans le mécanisme de fonctionnement des partis et même de renouveler la classe politique. Et on le retrouve au niveau de la Côte d'Ivoire aussi. Puisque si vous regardez les têtes d'affiche de cette élection présidentielle, que ce soit Pascal Affi-N'Guessan du FPI ou sans doute probablement le président Ouattara, probablement Laurent Gbagbo s'il était autorisé, ce sont presque les mêmes candidats. Et ça, c'est une des faiblesses de nos classes politiques, ce que le mécanisme qu'on met en place fait qu'on a des présidents fondateurs, des présidents, comment dire, de grands timoniers à la tête des partis qui deviennent des présidents à vie. Or, la classe politique a besoin d'être renouvelée, qu'il y ait de l'alternance au niveau des partis pour arriver à l'alternance au niveau des États. Oui, mais en fait, moi je pense que l'aspect institutionnel, en fait, disons, fait aussi apparaître un point que l'on semble occulter, c'est celui, effectivement, disons, de la souveraineté populaire. Dès l'instant, effectivement, qu'un peuple, dès l'instant qu'une partie du peuple se choisit effectivement des représentants, eh ben, je pense que constitutionnellement, on se doit effectivement de respecter la volonté du peuple. Le PPACI, c'est un nouveau parti dans l'échiquier politique ivoirien. On sait que M. Gbagbo, pour éviter le pugilat au sein du FPI avec M. Pascal Affi-N'Guessan, a préféré effectivement créer une nouvelle mouvance politique. Cela marque aussi en fait une démarche d'humilité de sa part, qui a consisté effectivement à ne pas détruire l'héritage du FPI. Et ça aussi, ça marque une forme de renouvellement, indirectement. Parce qu'on ne dira pas effectivement que, certes, le FPI, aujourd'hui, est entre les mains de M. Pascal Affi-N'Guessan, mais par-delà cela, on voit aussi que M. Laurent Gbagbo aurait pu, s'appuyer sur cette formation politique pour perdurer. Mais le fait qu'il se soit ravisé et qu'il ait décidé de créer une nouvelle formation politique, disons... Est-ce que ce n'est pas du rebranding, ça, comme on le voit à souvent, la dimension de son ambition politique, parce que le PPACI, c'est quand même un parti à caractère panafricain, d'abord. Et lorsqu'il a fondé dans les fonds baptismaux cette formation politique-là, il l'a rappelé du fait de son parcours, du fait de la participation effective des mouvements panafricains à La Haye, alors qu'il était même effectivement incarcéré. Donc il voulait donner, en fait, disons, une envergure panafricaine pourquoi? Pour en fait pérenniser sa vision. Pourquoi? Parce que derrière cela, il y a aussi la question de l'héritage. M. Gbagbo a été effectivement envoyé à La Haye par un concours de circonstances assez opaque, alors même que tous les acteurs de la crise ivoirienne et certains en majorité n'ont pas été envoyés à La Haye également. Donc voilà, donc en fait ce deux poids deux mesures là, je pense que ça a été à l'origine effectivement de sa démarche. Non, je pense qu'il faut préciser que le PPACI n'est pas le seul nouveau parti qui a été créé. Le président Gbagbo a créé son parti, le PPACI, mais l'ex-première dame, Simone Gbagbo, a créé son parti, Charles Blé Goudé a créé son parti. Donc il y a aussi une nouvelle offre politique. Du point de vue du renouvellement de l'offre politique, on peut effectivement souligner ce renouveau, cette dimension. Mais le renouvellement de la classe politique ne se limite pas simplement à la création de nouvelles formations. Elle intègre aussi le renouvellement du personnel politique lui-même. Ceux qui font de la politique, or que ce soit Charles Blé Goudé, que ce soit Simone Gbagbo, que ce soit Affi-N'Guessan, que ce soit même Ouattara lui-même, on sent qu'il n'y a pas de volonté de faire part à la jeunesse. Parce que quand vous regardez, y compris dans une Afrique de l'Ouest où lorsqu'on regarde la démographie, lorsqu'on regarde la composition démographique, la jeunesse représente à peu près 65% de la population et qu'on arrive à un personnel politique qui soit le même depuis 25 ans. Je pense qu'au-delà de la Côte d'Ivoire, il y a quelque chose qu'il faut regarder dans l'approche du renouvellement du personnel politique dans nos pays.
Basten. Oui, oui, en On va y fait. réagir. Oui, mais en fait, moi, je pense effectivement que en Afrique, nous savons bien que nous avons affaire en général, hein, et c'est la même chose partout, on le voit à l'échelle du continent, nous avons cette gérontocratie. Hein, voilà, cette gérontocratie qui perdure dans le temps. Il y a comme ce goût, cette appétence chez nos dirigeants politiques de perpétuer leur héritage, de se maintenir jusqu'au bout. Mais cela n'est pas un défaut en soi. Cela aussi peut traduire une volonté, disons, de former une jeunesse qui est en perte parfois de repères aujourd'hui. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui ? Mais moi, je le vois en fait, effectivement. Alors vous savez, en fait, la plupart de nos leaders, effectivement, on le voit même en Guinée. Monsieur Kaba en parlait. Par exemple, Monsieur Alpha Condé a quand même été un des leaders de la FEANF, la grande fédération des étudiants d'Afrique noire francophone. La plupart des leaders africains d'aujourd'hui ont été dans en fait des mouvements crypto-socialistes durant la guerre froide, qui ont en fait combattu effectivement, disons, la colonisation, qui ont combattu effectivement, voilà, toutes les inégalités que l'on pouvait voir à cette époque-là, à l'orée de l'indépendance et même après. Donc, je pense qu'il y a chez en fait ces leaders-là une volonté militante qui perdure dans le temps, qui les amène toujours à aller dans l'arène pour, disons, défendre les intérêts de la collectivité. Vous parlez justement de ces figures, et c'est vrai que la Côte d'Ivoire, elle est marquée depuis les années 2000 par ce binôme, ces deux hommes qui s'affrontent, Alassane Ouattara d'un côté, Laurent Gbagbo de l'autre. Aujourd'hui, est-ce que Gbagbo, il ne pousse pas finalement Ouattara à reprendre la main en se représentant comme ça? Non, je ne pense pas que les agendas soient communs. Le fait que vous avez parlé de le casting habituel, si on peut parler ainsi. C'est une tête d'affiche habituelle. C'est Gbagbo, Ouattara et Bédié. Bédié a été rappelé par Dieu. Il y a aujourd'hui encore, probablement, si les choses se passent comme l'expert le PPACI, il y aura sur la ligne de départ encore Ouattara sans doute, même s'il n'a pas dit sa candidature, puisqu'il avait dit, je ne sais pas si c'est une tentation du troisième round, mais d'un côté comme de l'autre, il n'y a pas eu de volonté de passer la main, que ce soit le président Ouattara lui-même, qui avait un moment envisagé avant le décès de Gong Coulibaly de lui laisser la main, et il se représentait, c'était je crois en 2000, et là en 2000... Il n'y a pas de successeur clair pour l'instant. Mais je pense que cette idée de il n'y a que soi, que ça devient un peu réducteur. On ne peut pas, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, de sans doute 25 millions d'habitants, dire qu'il y a une personne. Au contraire, à mon avis, lorsqu'on a fait un parcours et lorsqu'on a des acquis de son bilan, il faut toujours penser à son départ. On a vu dans le cas de Bédié, il a été rappelé à Dieu. Donc, au lieu d'attendre que ce soit la justice divine qui tranche, on peut soi-même envisager de préparer des dauphins, de préparer des gens qui peuvent partager la même vision, qui peuvent partager les mêmes idées. Et ça, c'est valable aussi dans les partis politiques, pas simplement à la tête de l'État. Oui, mais en fait, je pense que la grande inconnue aujourd'hui, ce n'est même pas tant que M. Ouattara se présente ou pas. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ça réside surtout dans, disons, la non-limitation d'âge pour se présenter à cette élection-là. Parce que je pense que s'il était véritablement dans la volonté de M. Ouattara de ne pas se représenter, je pense qu'il aurait, peut-être avec ses conseils, avec les Ivoiriens, opté pour la limitation d'âge. Parce qu'on l'a vu par exemple au Gabon, où de facto des opposants politiques chevronnés ont été exclus de la course à la présidentielle du fait effectivement de la limitation d'âge. Donc je pense qu'aujourd'hui, et je m'en tiens à ça en fait, dès l'instant que, et bien en fait M. Kaba le rappelait, dès l'instant que les textes encadrant effectivement l'organisation de la présidentielle
sont conformes effectivement à ce qui doit être, eh ben, je trouve inconcevable que pour une raison ou même pour une autre, on en vienne à peut-être voilà, empêcher certaines personnes de ne pas se présenter à un scrutin électoral. Quand Laurent Gbagbo il dit justement je vais me présenter et je vais participer à cette présidentielle même si je suis déclaré inéligible, qu'est-ce qu'il fait en fait? Est-ce qu'il s'attaque à l'état de droit? Est-ce qu'il teste la solidité des institutions ivoiriennes? M. Gbagbo en fait ici se présente en tant que citoyen ivoirien. Il se présente en tant que citoyen lésé. Citoyen lésé et qui réclame ses droits. Et à l'entame de mon propos, je m'en suis tenu effectivement, disons, à ce que rappelle le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Tout citoyen d'un pays jouit de ses droits fondamentaux. Aujourd'hui, ce qui est privé à M. Gbagbo, ce que l'on prive à M. Gbagbo, effectivement, c'est la fondamentalité, disons, de son appartenance à la nation ivoirienne. Et je pense que c'est une injustice. On voit même aussi dans la charte africaine des droits de l'homme et des peuples que, disons, ce rappel, effectivement, apparaît. Donc je pense qu'il est dans l'intérêt, effectivement, des autorités ivoiriennes de faire en sorte que l'accalmie règne. Il est dans l'intérêt, effectivement, des autorités ivoiriennes et de la nation ivoirienne, au vu du passif post-électoral de 2010, au vu effectivement de la crise sécuritaire. Monsieur Kaba, qui est spécialiste du Sahel, pourrait nous en dire. On sait que dans le nord de la Côte d'Ivoire, on a eu des incursions djihadistes qui ont endeuillé effectivement des populations. On veut que cette élection soit en fait la grande messe de la réconciliation des Ivoiriens avec eux-mêmes, avec leur pays, avec leur histoire, pour assurer une continuité effectivement de l'État, une continuité effectivement de la citoyenneté ouverte à tous. Moi, je crois que j'ai une double lecture de ce que le président Gbagbo a dit. La première, c'est que pour l'instant, toutes les voies de recours ne sont pas épuisées. La liste est provisoire. Il y a une volonté de saisir des juridictions qui peuvent remettre encore le président Gbagbo dans la compétition. Ça, c'est Il y a encore quelques mois. Il y a encore quelques mois et la liste déposée le 17 mars n'est qu'une liste provisoire. Il y a encore des voies de recours. On peut espérer que ces recours prospèrent et qu'ils soient intégrés dans la liste. La deuxième chose, c'est qu'une grande partie de la classe politique a appelé à un dialogue politique, puisque à part le contentieux sur la liste électorale, il y a le contentieux sur la composition de la commission électorale indépendante, la CEI. Et on a observé que quelques partis politiques, et non des moindres, se sont retirés de la CEI parce qu'ils estiment que son fonctionnement n'est pas démocratique, n'est pas transparent. Donc, sous ces contentieux politiques, certaines formations politiques appellent justement à ce qu'il y ait un dialogue politique qui permet de préserver la Côte d'Ivoire des affres de ce qu'elle a connu, de l'enfer qui a été l'enfer du scrutin, et auquel il s'est ajouté depuis un moment justement le défi sécuritaire, puisque la Côte d'Ivoire est sur la frontière avec le Sahel et il y a eu, à part l'attaque de Grand Bassam en mars 2016, il y a eu effectivement des attaques, dont une très meurtrière qui a eu lieu à Kafalo, sur la frontière avec le Mali, en août 2020, au cours de laquelle une dizaine, environ 13 soldats ivoiriens ont été tués par des groupes terroristes qui ont essayé d'entrer sur le territoire ivoirien. Et la menace est toujours présente, que ce soit dans l'ensemble du Sahel. Donc, tous ces enjeux, tout ce contexte fait effectivement, au-delà de cela, il faut intégrer, je pense, la dimension stratégique de la Côte d'Ivoire. C'est environ 40% du PIB de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Donc la stabilité de la Côte d'Ivoire est à la fois un enjeu stratégique, un enjeu économique. C'est pour cette raison que, à mon avis, tous ceux qui peuvent faire quelque chose doivent le faire maintenant pour éviter justement que la Côte d'Ivoire ne connaisse des lendemains difficiles après le scrutin ou avant le scrutin. Et il y a justement, comme le disait Basten, cet enjeu citoyen également, le choix aujourd'hui pour les citoyens ivoiriens d'avoir Laurent Gbagbo parmi les têtes d'affiche. Non, aucune offre politique ne doit être exclue. Gbagbo est porteur d'une offre politique. Il faut donner l'occasion justement de regarder, de donner à chacun de présenter son offre politique. Et cette façon de faire, si jamais le PPACI n'a pas de candidat, c'est clair que c'est une partie de l'électorat ivoirien qui va être exclu,
peut-être qu'il n'ira pas voter parce que l'offre politique qui l'intéresse n'a pas été autorisée à être présentée. Peut-être que ça, c'est une question démocratique, à mon avis. Ouais. Oui, mais en fait, je voudrais rajouter aussi que, en fait, durant les années 2000, ce qu'on a constaté effectivement, c'est que Monsieur Ouattara a souffert dans sa chair, ainsi que toutes les personnes issues de son groupe ethnique mandé de l'ivoirité. L'ivoirité qui a fait énormément de mal, en fait, à la société ivoirienne. Dès l'accession, effectivement, de M. Ouattara à l'élection présidentielle, il y a eu ce que l'on appelle en Côte d'Ivoire le rattrapage. Le rattrapage, c'est-à-dire, disons, l'intégration ou la réintégration des personnes issues de ce groupe ethnique-là, disons, dans les affaires de l'État. Aujourd'hui, on se réjouit tous de voir des personnes issues de l'ethnie Sénoufo, Malinké et autres dans des postes de responsabilité. Donc, on voudrait que cette dynamique d'inclusion puisse effectivement se poursuivre. Par-delà même l'aspect ethnique, il y a l'aspect idéologique. Hein, il est quand même inconforme pour un pays aussi sérieux que la Côte d'Ivoire de se prendre les pieds dans le tapis, effectivement, des querelles politico-politiciennes. Cette question de l'ivoirité, c'est un enjeu aujourd'hui, c'est dit. Ah oui, elle rebondit. La question de l'ivoirité a rebondi, je pense, c'est un chiffon rouge. Ceux qui, aujourd'hui, font de l'ivoirité un commerce politique, aussi créent les conditions d'une désintégration de la cohésion sociale. Personne ne doit être exclu du jeu politique parce qu'il vient du nord, du sud ou du centre. Il faut laisser la compétition politique se dérouler. Et cette affaire d'ivoirité, elle rebondit avec Thiam, Tidjane Thiam, le candidat du PDCI, RDA, que l'on accuse de ne plus être ivoirien. Je crois qu'on a vu rebondir ce type d'arguments dans d'autres pays aussi de la sous-région. Il faut qu'on apprenne à dépasser ce type de considération vraiment des personnes qui ont occupé des fonctions importantes dans un pays et puis le lendemain, brusquement, on découvre qu'elles ne sont plus du pays alors qu'elles avaient occupé des fonctions, elles ont servi le pays. Je pense qu'il y a d'autres considérations que l'ivoirité. La Côte d'Ivoire, c'est le défi sécuritaire, c'est le problème du chômage des jeunes, c'est le problème des infrastructures, c'est d'autres problèmes qu'elle a qui sont ses urgences. Ce n'est pas simplement la question de l'identité, la question de l'ivoirité. Et puisque vous parlez de Tidjane Thiam, je vous propose dans un instant justement de faire le point aujourd'hui sur l'opposition ivoirienne, si elle est unie, divisée, où est-ce qu'on en est, si elle est paralysée. On fait une courte pause sur Vox Live, mais on revient dans un instant. Restez avec nous. Merci d'être avec nous. Le débat se poursuit. Nous sommes toujours en Côte d'Ivoire aux côtés de Sédi Kaba et de Basten. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Le débat se poursuit. On le disait, le PPACI, il essaye aujourd'hui de s'imposer justement comme la première force d'opposition en Côte d'Ivoire. Est-ce que, Basten, la gauche ivoirienne, elle peut se reconstruire sans union? Alors, lorsqu'on parle de gauche ivoirienne, en fait, il faut bien identifier les partis qui en font partie. La gauche ivoirienne, effectivement, dans l'échiquier politique ivoirien, ne touche que le FPI et peut-être le PPACI qui ont eu, au travers du temps, une dynamique fondée sur la justice sociale, sur le pouvoir au peuple, par le peuple et pour le peuple. En ce qui concerne le PDCI, c'est beaucoup plus différent. Le PDCI a toujours été un parti du centre droit. On sent les relations un petit peu à géométrie variable entre... À géométrie variable, considérer que le PDCI fasse partie effectivement de la gauche, ce serait faire injure effectivement, disons, à la théorie marxiste, bien que à l'origine du PDCI RDA, on connaît toute l'histoire de M. Houphouët-Boigny dans en fait les luttes anticoloniales, mais dès l'accession à la magistrature suprême, on a vu effectivement qu'il s'est davantage rapproché, disons, voilà, de l'idéologie libérale. Donc, oui, donc aujourd'hui, en fait, comme parti de gauche, dans l'échiquier politique ivoirien, parmi les principaux ténors de cette mouvance politique-là, on peut avoir bien sûr
le parti de M. Blé-Goudé, le FPI de Pascal Affi-N'Guessan et peut-être, et plus, voilà, le PPACI. Sidi Kaba. Non, c'est tout à fait exact. Le pôle de gauche en Côte d'Ivoire essaie de se structurer autour du PPACI. Il y a d'autres partis beaucoup plus petits, comme le courant politique incarné par le professeur Mori Faure Bamba et d'autres personnalités ivoiriennes. Le FPI, on peut effectivement considérer, au regard de ses origines, même si par la suite, après le fait qu'il a été totalement repris par Affi-N'Guessan, on a senti plus au centre que totalement à gauche, on peut oui dire qu'il y a un pôle de gauche autour du PPACI qui est en train de se structurer, qui est en train de s'organiser, qui est en train de surmonter ces différences dans l'appréciation de certaines situations. Maintenant, à côté de ça, si on doit parler de l'opposition globalement, il y a le PDCI qui n'est pas de gauche, il y a aussi le parti de Madame Simone Gbagbo, Charles Blé-Goudé. Tous c'est, à mon avis, il y a des points sur lesquels toute l'opposition est d'accord, notamment la nécessité d'avoir un scrutin inclusif auquel toutes les offres politiques pourraient être autorisées à se présenter. Il y a à côté de ça la question de la CEI sur laquelle et la composition de la commission électorale indépendante et son fonctionnement sur lesquels les partis sont d'accord. Mais on a pu voir ces derniers temps qu'il y avait des manifestations auxquelles ne sont pas venus, le PPACI n'est pas venu à une manifestation portée par le PDCI. Le PDCI n'est pas venu à une manifestation, donc il y a. Est-ce que là aujourd'hui la posture de Laurent Gbagbo, c'est une posture contestataire? Est-ce qu'elle peut, cette posture-là, aujourd'hui fédérer derrière lui, rassembler, ou bien au contraire elle crée des crispations? Ben, en fait, moi je pense que la posture de M. Gbagbo a toujours été égale à elle-même. M. Gbagbo a toujours bien défini le cadre de son action. Il s'est toujours présenté aux Ivoiriens comme étant l'homme de la rupture. Rupture vis-à-vis de la France-Afrique, rupture vis-à-vis effectivement, disons, de l'héritage de M. Houphouët-Boigny, même si effectivement il a eu tout l'immense respect pour ce grand homme politique qu'a connu la Côte d'Ivoire. Mais M. Gbagbo a toujours été un anticonformiste. Il a toujours été celui qui a tracé son sillon par lui-même, au gré, bien sûr, des marées de la vie politique ivoirienne. Il s'est toujours distingué par sa logique, disons, internationaliste. Et je pense qu'aujourd'hui, il est dans cette même veine-là. Il est dans cette veine au-delà de son grand âge. Il a gardé toujours, disons, ce caractère combatif qui l'amène effectivement à rechercher avant tout le bien-être de son peuple au détriment de ses intérêts personnels. Je crois que, en tout cas, lorsqu'on regarde un peu l'actualité politique récente en Côte d'Ivoire, il y a une sorte de consensus, y compris chez les adversaires de Gbagbo, sur la nécessité qu'il se présente. On a pu entendre le président Thiam dire récemment que le scrutin doit être inclusif, c'est-à-dire qu'il doit associer, au-delà de Gbagbo, Soro, Charles Blé-Goudé et toutes les personnes qui sont un peu aujourd'hui exclues du jeu politique. Parce que, en réalité, il faut que ces offres politiques puissent compétir pour qu'on puisse s'assurer de leur poids et de leur représentativité dans la société ivoirienne. Je ne sais pas si l'estime et l'adhésion dont le président Gbagbo a bénéficié en 2000 et aujourd'hui 25 ans après intact. Mais le seul indicateur qu'on peut savoir, c'est de lui permettre d'aller à la compétition électorale. Beaucoup pensent que, parce que le camp Gbagbo s'est quand même fracturé en trois aujourd'hui composantes. Il y a le PPACI incarné par le président Gbagbo lui-même, il y a au centre la partie qui est partie avec son épouse, Madame Simone Gbagbo, il y a le FPI, il y a aussi, puisqu'il a appartenu à ce courant, le parti qui a été créé par Charles Blé-Goudé. Donc c'est une sorte de composante, une sorte de mosaïque qui fait que le seul indicateur qu'on peut avoir, c'est de permettre à chacun d'aller à la compétition électorale
pour que les urnes puissent départager. La souveraineté appartient au peuple. Et c'est le peuple seulement qui peut dire. Il peut peser sur la rue. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo, sans être candidat, est-ce qu'il peut peser sur la rue? Est-ce qu'il peut peser sur l'opinion? On a vu, en jugé par les manifestations qu'on a pu avoir, il y a du monde encore qui vient. Il y a toujours une base solide dans l'Ouest, notamment. Oui, il y a un fief du PPACI et il y a beaucoup de... comment dire, il y a une certaine adhésion populaire aux idées qui sont défendues par le PPACI. Oui, mais en fait, je voudrais revenir un tant soit peu sur, disons, les propos de M. Thiam. Je pense que cela entre bien sûr dans un échange de bons procédés. Je ne pense pas effectivement, et en fait le contraire aurait été traumatique pour voilà, les observateurs de la vie politique ivoirienne. En ce qui concerne effectivement ce sujet, les normes nationales en matière d'élection ne peuvent pas contredire les normes internationales. Il faut que l'on s'en tienne à ça. Lorsque, effectivement, M. Laurent Gbagbo réclame sa participation à l'élection présidentielle, l'inclusivité est une des normes, effectivement, internationales en matière d'élection, quelle qu'elle soit. Donc, la Côte d'Ivoire aura tout à gagner, effectivement, à respecter, à s'arrimer aux normes internationales pour que l'on ait une élection apaisée, fraternelle, et où effectivement les résultats ne souffriront d'aucune contestation. Moi, je suis moins d'accord avec Batem sur ce point. Pourquoi? Parce qu'il y a des cas récents, tout à fait récents. Sonko n'a pas pu aller aux élections parce que la loi sénégalaise ne lui permettait pas d'aller aux élections. On pense à cet exemple, il a été exclu, Hama Amadou en 2020 a été exclu du Niger. À mon avis, ce n'est pas tant les normes internationales, puisqu'elles ne s'imposent pas sur le plan électoral, mais c'est la volonté d'aller. Un scrutin ne peut être crédible que lorsqu'il est inclusif. Et le camp de Soro, le camp de Sonko a choisi d'avoir un plan B pour éviter d'être balayé. Celui de Gbagbo n'a pas choisi d'avoir un plan B, mais à mon avis, l'enjeu le plus important, c'est que pour même la crédibilité de ceux qui organisent et de ceux qui vont gagner, il faut que la Côte d'Ivoire ait un scrutin inclusif qui intègre Gbagbo, qui intègre Soro, qui intègre tous ceux qui veulent compétir. Quand on regarde justement le cas du Sénégal, est-ce qu'une stratégie à la Ousmane Sonko, elle est possible, elle est adaptable en Côte d'Ivoire? Alors, pour moi, je ne pense pas que ce soit possible parce que, comme le disait M. Kaba, en fait, on a une fragmentation, disons, de la gauche ivoirienne. En fait, il faut comprendre une chose, c'est que dans plusieurs de nos latitudes africaines, la question, effectivement, du choix du leader dépend également, disons, de sa légitimité. La question de la légitimité en matière électorale, c'est quelque chose également qui est très visible en Afrique. Le choix du leader en griffe naturelle, on l'a vu, paix à son âme, monsieur l'ex-président ivoirien qui nous a récemment quitté, monsieur Bédié, a été durant, disons, plus d'une vingtaine d'années, le leader naturel du PDCI-RDA. Donc je pense qu'en Afrique, nous sommes encore attachés à certains choix électoraux qui ne font pas appel à la rationalité, mais plutôt, disons, à l'identification fondée sur des affects parfois complètement irrationnels. C'est du cas, vous vouliez poursuivre ou on continue? Non, moi je pense, je souscris à ce qui a été dit. Et il y a des réalités africaines qui sont prises en compte, sur lesquelles, à mon avis, qui évoluent, mais sur lesquelles il y a des... Par exemple, c'est vrai que pendant longtemps, à cause de sa proximité, sans doute personnelle, a été considéré, Bédié a été considéré comme l'héritier naturel de Houphouët-Boigny, et il a hérité du parti, il a continué à faire des choses. C'est vrai, mais ça, je crois que les mœurs politiques évoluent sur le continent. Il y a des alternances aussi à la tête des partis qui se font. Ça fait partie du jeu politique, oui.
On l'a évoqué pendant l'émission, la Côte d'Ivoire, elle reste marquée par un passé douloureux quand on pense aux élections 2010. Là, 2025, on le disait, il y a ce risque qui pèse, il y a une source de tension qui pèse, il y a à côté de ça, justement, une réconciliation promise qui avait été inachevée malgré la commission dialogue, vérité, réconciliation. C'est dit qu'est-ce que le pays il tourne en boucle? Est-ce qu'il y a un syndrome du passé aujourd'hui qui ne passe pas en Côte d'Ivoire? Je crois qu'il y a absolument des séquelles du passé et qui font craindre justement ce retour en arrière. La plaie est toujours ouverte en Côte d'Ivoire? Elle s'est cicatrisée, mais elle n'est pas totalement cicatrisée. Et la plaie, il y a eu il y a eu récemment encore une amnistie qui a été accordée à des personnes qui ont été condamnées pour des faits, pour des délits politiques. Il y a encore des personnes qui sont en prison, qui n'ont pas été totalement libérées. Donc il y a eu des progrès, mais la plaie n'a pas achevé de se cicatriser. C'est peut-être pour cette raison qu'il y a cette inquiétude de la part, légitime d'ailleurs, de la part des amis de la Côte d'Ivoire et de la part de certains Ivoiriens, éviter que on remue le couteau dans la plaie, une plaie qui n'a pas fini déjà de se cicatriser, et qu'on convoque des considérations comme l'ivoirité, comme l'exclusion, qui ont été les éléments détonateurs de la crise que le pays a connue. Donc c'est pour ça que, à mon avis, compte tenu de la fragilité du tissu social actuel, l'antagonisme entre le Nord et le Sud, les questions de considération ethnique, d'exclusion de celui-ci ou de celui-là, ne sont pas des bons signes pour tous ceux qui voient les acquis qui ont été sur de la Côte d'Ivoire. On n'a pas eu l'occasion d'en parler, mais la Côte d'Ivoire a fait beaucoup de progrès sur le plan de la construction des infrastructures. Aujourd'hui encore, la Côte d'Ivoire reste la locomotive de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. C'est peut-être même pour cette raison-là qu'il faut éviter que tous les acquis soient perdus dans le cadre d'une compétition électorale qui peut se faire seulement qui peut se faire de façon très saine et de façon ouverte. Est-ce que la classe politique, justement, dans ce contexte de tension qui pèse, elle peut dépasser ses rivalités personnelles? Les rivalités sont... Non. Pourquoi? Parce que il faut comprendre que la société ivoirienne aujourd'hui est en face d'un choix épileptique, en fait. Le choix épileptique à faire aujourd'hui, c'est soit de tourner, tourner le dos à, en fait, voilà, des mois d'instabilité qu'a connu la Côte d'Ivoire durant les élections présidentielles de 2010, pour regarder à un avenir prometteur fondé sur les grandes potentialités dont regorge la société ivoirienne. Mais par-delà cela, il faut au moins rappeler une chose, c'est que l'État ivoirien a quand même fait beaucoup d'efforts en matière, effectivement, disons, de mise à niveau des normes en matière des droits de l'homme depuis l'accession de M. Ouattara à la tête de l'État. Les amnisties qui ont été effectivement constatées ont permis effectivement de reconstruire une société bigrement fracturée. Par exemple, quand on regarde, disons, la réinsertion des anciens miliciens dans l'armée ivoirienne, quand on regarde effectivement l'apparition de certains leaders des forces nouvelles qui ont permis au gouvernement, au premier gouvernement de M. Ouattara, effectivement, de prendre pied, on voit effectivement qu'il y a eu une volonté, qu'il y a eu en fait beaucoup de courage exprimé. Et nous espérons effectivement que l'idée d'inclusion qui est fondamentale dans la société ivoirienne, parce que 3000 morts laissent toujours des traces, même après effectivement, voilà, 15 ans de magistère. Il faut que l'on revienne effectivement, disons, à un scénario peut-être à la rwandaise. Il faudrait que les Ivoiriens puissent être convaincus effectivement de l'embellie de l'économie, parce que M. Kaba le disait, aujourd'hui la Côte d'Ivoire c'est 40% quand même du PIB de l'UMOA. Ce n'est pas rien. Mais par-delà cela aussi, il faut comprendre aussi la fragilité de l'économie ivoirienne, qui est fondée sur quoi? Qui est fondée sur la culture,
du café et du cacao et en fait, disons, de l'extraction de certaines matières premières. Donc, en cas de déstabilisation, en cas d'instabilité politique, je pense effectivement que voilà, la société ivoirienne pourrait connaître des convulsions telles qu'on l'a vu effectivement par le passé. Vous l'avez dit, le scénario rwandais, on a évoqué aussi le scénario sénégalais avec l'invalidation des candidatures, la pression, les manifestations, la pression populaire aujourd'hui. C'est dit que vers quel scénario pourrait se tourner la Côte d'Ivoire? Il y a deux scénarios. Il y a le scénario du pire et le scénario du meilleur. Le scénario du meilleur serait celui qu'il y ait un dialogue politique et qui permette qu'on aille vers une élection inclusive, qui inclut non seulement Gbagbo, mais Soro et Charles Blé Goudé. Peut-être qu'il y a d'autres personnes encore que nous ne connaissons pas, qui n'ont pas leur célébrité et qui sont exclues du jeu politique. Donc, en tout cas, le scénario du meilleur serait celui-là. Et pour y arriver, il y a la dimension juridique, mais il y a la dimension politique. Avec les voies de recours. Les voies de recours et aussi la possibilité d'organiser un dialogue politique qui permette à ces gens de pouvoir être intégrés. Ça, c'est le scénario. C'est le scénario du meilleur. Crédible. Mais là, il y a le scénario du pire. Le scénario du pire, c'est celui qu'on aille tout droit vers une élection sans ces personnalités dont on vient de parler et qui peut amener à un arbitrage de la rue. Parce que j'imagine que si ces personnes sont exclues, elles peuvent également demander à mobiliser leurs partisans pour peser sur le déroulement de ces élections. Et en ce moment-là, nul ne peut prévoir ce qui pourrait se passer. Si on rentre dans le scénario de la confrontation, est-ce qu'on va revenir à une crise préélectorale qui va un peu entacher les élections? Comment est-ce que le pouvoir va choisir le passage en force? Tout ça amène à dire, en tout cas, le souhait de ceux qui aiment la Côte d'Ivoire et des amis de la Côte d'Ivoire, c'est le scénario du meilleur. Maintenant, il ne faut pas non plus exclure le scénario du pire. Oui, mais moi je pense que, en fait, disons, la dynamique de la rue doit se faire de manière pacifique. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de maturité au sein de la classe politique ivoirienne pour ne pas reproduire, disons, les affres du passé. Aujourd'hui, nous avons tout à gagner, effectivement, à permettre à ce qu'une alternance apaisée soit réalisée à la tête de l'État. Mais par-delà cela, on n'en parle pas souvent, en fait. Il y a une question d'héritage. Quel est l'héritage que vont laisser M. Ouattara et M. Gbagbo, en fait, à la postérité? Il faudrait que l'on y réfléchisse. Aujourd'hui, effectivement, je pense que par-delà les querelles propres, effectivement, aux différents agendas des partis, il y a la Côte d'Ivoire et je pense que les Ivoiriens aujourd'hui ont tout à gagner effectivement à ce que soit instauré un climat de paix, un climat de cordialité et cela passe aussi par le respect des droits de chacun, par effectivement la solution politique, un peu comme le disait M. Kaba, condamné par contumace M. Gbagbo et M. Blé Goudé, je pense que ça a été en fait une erreur politique. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion effectivement de se défendre durant ce procès et je constate et je considère que c'est une épine dans le pied effectivement des autorités ivoiriennes actuelles qui veulent d'un certain côté, disons, sauver la face en respectant effectivement aussi, disons, le droit des victimes à se faire justice ou encore à accéder à la justice, parce que la question des victimes, effectivement, disons, des événements de 2010, on n'en parle pas trop souvent, mais sinon, il y a des victimes qui essaient de se faire entendre, mais dont les voix, malheureusement, se font éteindre par le jeu. Voilà. La société civile a un espace aujourd'hui pour jouer un rôle de médiation ou ça reste une société civile muselée? La société civile, aujourd'hui, en fait, il faut comprendre que la société civile ivoirienne est très dynamique et elle a toujours été. Malheureusement, dans le jeu des appartenances politiques, on constate effectivement que les événements de 2010 ont foncièrement fracturé cette société civile, qui d'un côté s'est davantage politisée. Aujourd'hui, on voit davantage qu'on a effectivement affaire à une société politique, plus politique que civile.
Pourquoi? Parce que les principaux acteurs, la plupart du temps, sont en exil. Voilà, on en voit beaucoup en France, aux États-Unis et même dans des pays limitrophes, disons, de la Côte d'Ivoire, qui essaient effectivement de faire entendre des voix dissidentes qui vont parfois, disons, à l'encontre, bien sûr, de la politique menée aujourd'hui par le président Ouattara. Oui, le risque, justement, que l'on a évoqué par rapport aux événements de 2010 et à la crise post-électorale aussi de l'élection de 2020, c'est le contexte. Le fait nouveau, c'est le contexte sous-régional qui s'est complètement aggravé en raison de l'instabilité politique liée au coup d'État qu'il y a eu en Afrique de l'Ouest. Il y en a eu 5, 2 au Mali, 2 au Burkina, 6 d'ailleurs, un en Guinée, un au Niger. Donc il y a cette dimension de l'instabilité politique à laquelle est venue ajouter la dimension, la crise sécuritaire, puisque comme on sait, la menace djihadiste est présente au Sahel et elle a débordé le Sahel pour arriver dans des pays du Golfe de Guinée. On a parlé de la Côte d'Ivoire, mais on aurait pu parler du Bénin, on aurait pu parler du Togo, on aurait pu parler du Ghana qui est aussi dans le viseur des groupes djihadistes. Donc c'est ce contexte nouveau et la place de la Côte d'Ivoire dans la stabilité sous-régionale qui font que cette fois on a encore plus d'inquiétude que lors des différentes crises que le pays a connues par le passé. Donc des enjeux sécuritaires, des enjeux économiques et des enjeux évidemment de droits humains comme on en parlait tout au long de l'émission. On va laisser également nos téléspectateurs réagir. Quel scénario voyez-vous pour la Côte d'Ivoire pour la présidentielle d'octobre 2025? On arrive déjà au terme de l'émission. Merci Seydi Kaba d'avoir été parmi nous ce soir. Basten Moumemba, merci également d'avoir été parmi nous et nous avoir aidé à décrypter ce sujet. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour un prochain numéro de Vox Live. Ce programme vous a été offert par Afriland First Bank.